Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J. Bienvenue dans votre Late Show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur notre nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes jeudi 21 novembre et au cas où vous habiteriez sur une autre planète et que vous ne le sauriez pas, il neige. Je pouvais pas m'en empêcher. C'est le bonjour pour fêter Noël et Hanouka en avance. Ça tombe bien, si ça se trouve dans un mois avec les Russes, on sera en 3e guerre mondiale et on aura autre chose à faire qu'emballer des paquets et manger des raclettes. Alors faites ça ce week-end, tout en décortiquant la météo et le procès Palmade, parce que d'après les chaînes d'infos, c'est plus important que le sort géopolitique de la planète. Alors pour vous changer les idées face à ce monde hostile, matez-vous un bon téléfilm de Noël où Samantha rentre dans le Connecticut et retombe amoureuse de Brian, son ancien amour devenu menuisier et miraculeusement veuf. C'est la dernière émission d'une semaine pleine d'émotions dans ce Late Show de l'après-midi. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de monde hostile, de second degré, de recul sur la vie, de résilience, d'espoir et de spectacle. Un phrasé chic, des répliques chocs qui piquent, le port altier, une certaine classe à la British, sauf que lui, il n'est pas originaire de la Grande-Bretagne, mais de la Bretagne tout court. Il sévit, ou plutôt s'amuse sur les ondes depuis des années, décortique l'actu et notre quotidien, ici-bas avec sarcasme et tact, une intelligence des mots, de l'esprit et du cœur, à l'image de la pasteurisation, processus par lequel certains aliments sont rapidement chauffés pendant une courte durée afin de tuer les bactéries qui pourraient vous rendre malade. Lui prend les actualités et ce qui vous touche dans la vie, il réagit à chaud pour que vous arriviez à digérer ce qui vous arrive en pleine face. La pasteurisation conserve la saveur des aliments en enlevant ce qui ne va pas. Le pasturo conserve la saveur de nos vies en se moquant de ce qui ne va pas. J'ai le plaisir d'accueillir l'humoriste, auteur, chroniqueur Tanguy Pastureau. Bonjour Annabelle, merci. Bonjour. J'ai jamais eu une pareille intro. Ah bah voilà, crois. c'est cadeau. C'est fabuleux, très bien écrit. Pasteurisation, oui, j'avais jamais fait le rapport en fait entre cet acte et moi. Ah bah voilà, ouais. Je vous le donne. Pour un prochain pitch de spectacle, vous pourriez y aller. C'est vrai. Bah, alors je me suis permis d'écrire ça parce que effectivement je suis allé vous voir sur scène, donc dans un monde hostile. Sous-texte pour un cœur tendre. Ça se passe au théâtre Tristan Bernard, donc du jeudi au samedi à 19h. Comment ça se passe cette expérience dans ce beau théâtre du Tristan Bernard? Comment vous vous sentez sur cette scène? Alors moi je me sens bien, et ce qui est chouette dans le fait de s'installer 3 mois comme ça à Paris, puisque j'ai commencé début octobre et on finit fin décembre, c'est que on est chez soi, on est à la maison un peu, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas ce stress de... C'est la résidence. Ouais, c'est ça. En tournée, vous êtes tous les soirs sur une salle différente, avec une scène différente. Avec et il faut régisseur différent, avec un régisseur différent. un public différent. Moi j'ai mon régisseur, mais il y a une équipe différente, etc. En plus il faut dire bonjour aux gens, c'est très long, il y a beaucoup d'interactions sociales, et moi je suis pas très fort là-dessus, mais en tout cas ce qui est chouette, c'est qu'on est à la maison, quoi, Tristan Bernard, et maintenant je connais la scène par cœur, je sais à peu près mes déplacements, et en même temps ça change tout le temps, parce qu'il n'y a pas une soirée qui se passe comme une autre, puisque j'interagis aussi un petit peu avec le public, et ce spectacle il est fait pour être vécu ensemble, quoi. Effectivement, c'est vrai que c'est un... Pour l'avoir vu, c'est un spectacle où vous livrez d'une certaine manière. On fait plus connaissance avec vraiment vous, qui vous êtes, d'où vous venez, et par ce prisme-là, vous abordez le monde hostile, comme vous dites. Le monde est hostile. Et oui, regardez votre intro, vous parlez des Russes, vous parlez de la fin du monde. C'est pour ça que justement, vous arrivez à en rire et à trouver le côté léger de tout ce qui nous entoure, et ça devient difficile, je trouve, d'en rire, et c'est pour ça que beaucoup de stand-uppers, par exemple, parlent d'eux-mêmes et de toute autre chose que de l'actu, parce que l'actu est anxiogène, mais par nature. Je pense qu'au Moyen-Âge, si vous aviez fait des chroniques humoristiques, c'était compliqué aussi. Oui, il y a toujours la mort un de moment Jeanne d'Arc. Voilà, on peut faire des vannes. En vrille, mais voilà. Où il y a une apocalypse, c'est des cycles en fait. Exactement. Et donc du coup, je comprends qu'on s'éloigne totalement de l'actu, mais moi je viens de ça, je suis passionné d'actu, je me suis toujours intéressé aux infos, et donc j'ai eu envie effectivement de parler de moi, mais de parler de moi dans ce monde-là en fait, et dans cette époque-là. Et on entend souvent c'était mieux avant, j'essaye de dégonfler un peu le truc, oui, sur beaucoup de choses sans doute, mais pas que, et notamment au niveau de la violence dont je parle. Effectivement, il y avait une époque où il y avait beaucoup de non-dits sur beaucoup de choses, sur le harcèlement, sur sur les violences faites aux femmes, sur vraiment tout un tas de sujets qui ressortent aujourd'hui, et effectivement de ce point de vue-là, aujourd'hui on est plus dans la parole, dans la... Alors des fois on ne sait plus trop ce qu'on a le droit de dire, mais justement comment vous avez abordé l'écriture de ce
spectacle-là, vous qui écrivez depuis des années, est-ce que vous sentez que il y a des sujets, des orientations vers lesquelles on peut plus trop aller, ou il faut prendre encore plus de pincettes qu'avant, ou vraiment vous laissez un lâcher-prise total? Pas sur scène. Ça, à la radio, oui, bien sûr, parce que j'ai conscience que quelqu'un peut arriver au milieu de la chronique et effectivement, s'il y a un truc extrêmement choquant, faut quand même recontextualiser parce que la personne peut ne pas vous connaître et ne pas vous avoir choisi en arrivant sur la radio. C'est ça qui est bien dans la radio aussi. Sur scène, a priori, alors tout le monde vous connaît pas, mais enfin les gens ont payé pour vous voir, donc a priori il y a déjà quelqu'un dans le groupe qui vous connaît, qui a expliqué un petit peu ce que c'est. Il y a eu un bouche-oreille qui a dit une caution, qui a dit allons le voir, il est bien celui-là. Des sortes de préliminaires en quelque sorte. Voilà. Et donc du coup, on est un peu validé déjà par le public qu'on a et on peut du coup s'autoriser énormément de choses. Moi, je vais beaucoup plus loin sur scène qu'ailleurs, et y compris dans l'intimité, parce qu'on peut expliquer aux gens qui on est, étant donné qu'ils ont quand même payé pour entendre des choses, quoi. Et moi, j'ai pas voulu faire une chronique d'1h20, j'ai voulu faire quelque chose effectivement de personnel pour expliquer qu'il y a une époque où, par exemple, le mot harcèlement n'existait pas, c'est-à-dire qu'il existait dans le dictionnaire, mais il n'était utilisé par personne, parce que quand on harcelait un enfant à l'école, en fait, les adultes disaient non, c'est des enfants qui s'amusent. Voilà, laissez-les entre eux, voilà, vous débrouillez. Voilà, aujourd'hui, on dit ça des chiens. Quand vous promenez votre chien qu'il attaque un autre, non, laissez, c'est des chiens, ils s'amusent. Peut-être que dans 30 ans, on dira il faudrait peut-être que mon chien parle un petit peu. Mais là, voilà, on est dans cette époque où enfin on peut dire des choses et enfin on met des mots sur des émotions. Oui, et du coup, il y a des choses qui ressortent, des choses d'il y a 30 ans, 40 ans pour certains, je pense, et qui ressortent parce les gens sont enfin autorisés à le penser et à l'imaginer, à même le recontextualiser. À le matérialiser par la parole et par les témoignages. Ça a eu beau se passer en 64, en 77, en 92 ou en 2003, c'était pas pour autant acceptable. Seulement à l'époque, personne ne disait rien. Effectivement. Ouais. Donc c'est vrai que ce spectacle est à la fois, ça commence assez fort avec une intro comme ça, où on s'en prend plein la tête, des sons, des extraits d'infos, où justement vous ancrez ce monde hostile directement. Et d'engueulade en plateau, parce que les gens s'engueulent beaucoup à la télé maintenant. C'est vrai. Et c'est vrai. Alors à la fois, avant il y avait, disons, plus de débats nuancés, mais aujourd'hui c'est vrai que ça gueule plus qu'avant. Oui. Donc c'est vrai qu'on se prend comme ça cette charge de un peu anxiogène, et puis vous venez désamorcer le tout comme ça, avec votre légèreté, votre point de vue, et c'est vrai qu'on découvre on découvre votre sensibilité. Effectivement, à la fois c'est drôle, c'est tendre, et on découvre votre parcours d'enfant jusqu'à aujourd'hui, et ce qui vous a amené à nous parler sur scène en fait. Et ce fil conducteur, il est touchant, il nous donne envie de vous suivre et d'en savoir encore plus, et c'est vrai que limite à la fin on se dit déjà. Donc, c'est gentil, tant mieux. Donc, quand on se dit ça à la fin, c'est bien. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment, et c'est vrai que vous m'avez amené comme ça. C'est toujours important, vous parliez de stand-up et effectivement d'humour, c'est important quand même dans un spectacle de ressortir avec quelque chose, que ce soit des rires, une vanne, des émotions, et c'est vrai que là on ressort comme ça, un peu plus léger. Donc on va écouter un petit extrait, justement, vous parliez de harcèlement, on va écouter un petit extrait de ce que vous nous racontez sur le spectacle. Moi j'ai été harcelé, alors pas au collège en tant que tel, mais dans le car de ramassage scolaire, puisqu'en zone rurale, vous savez, ça se passe comme ça, vous avez le car qui fait le tour des patelins et qui dépose tout le monde au collège. Alors je peux vous dire que ça m'a dégoûté du car. Et je pense que Bernard Arnault a vécu la même chose, parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais pour chacun de ses déplacements, ils n'en prennent plus que son jet nominatif, un jet privé. Même pour un Paris-Melun. Avez-vous déjà vu Bernard Arnault dans un car? Un Flixbus? Eh ben non, c'est parce qu'il est traumatisé. C'est ça. Je pense que ça rappelle pas mal de choses à pas mal de gens. Ce fameux car pour aller à l'école, ou ce bus, ce fameux truc où on rentre et il y a l'hostilité des autres élèves, des groupes. Et parfois même, là où j'habitais à la campagne, une rivalité intervillage. Comme aujourd'hui, il y a les rivalités entre quartiers, il y a des bandes qui viennent s'affronter. Nous, on connaissait ça, et la guerre des boutons, ça parle de ça aussi. Donc, c'est ancestral, en fait, cette espèce de virilité, mais un peu dans un sens, parce qu'il y a que les garçons qui se battent. Hein. Les filles dans le bus, elles se battaient pas, il y avait pas de souci. Mais je me souviens quand on était dans le village et qu'on allait dans le village suivant récupérer les gamins de l'autre village, il y avait une vraie hostilité, et nous, on criait le nom de notre village pour l'affirmer. Enfin, c'est complètement, quand on y pense aujourd'hui, c'est Comment complètement il s'appelait débile, votre village? Saint-Yvi, c'était près de Rospordin en Bretagne.
Ah ouais. Ouais. Vous avez dit tout ça d'une traite sans bafouiller et franchement, On faisait Saint-Yvi, tralalalalaler, quand les autres entraient, quoi. Et eux, le village suivant, c'était Élian, donc les types hurlaient Élian. Et c'était celui qui hurlait le plus. Donc en fait, à 9h, quand on arrivait au collège, on n'avait plus de voix du tout, quoi. C'était le spécial. match de foot, mais hors du C'est stade. un peu quoi, l'ambiance, ouais. Bon, après, les filles, elles se battent pas, mais c'est autrement. Les peut-être. guéguerres, les conflits, c'est peut-être ça. plus sournois par des remarques ou C'est plus le discret. harcèlement moral, on va dire. C'est Voilà, ça, peut-être. c'est plus discret. Alors, effectivement, donc vous abordez cette enfance, cette vie à la campagne, vous parlez de vos parents, de vos grands-parents, on va revenir sur tout ça. Et puis, effectivement, comme vous nous parlez d'un monde hostile, vous nous parlez ça va loin, les dérives des gens, quand effectivement on a une enfance difficile, jusqu'où ça peut tourner. On écoute un petit extrait. Alors, dernier exemple de tueur en série, celui-là vous le connaissez pas, je suis sûr, le russe Andrei Chikatilo, surnommé le boucher de la forêt. Je veux dire, ça pose le personnage. Hein, si sur votre appli de livraison de pizza, vous avez le choix entre Karim 92 et le boucher de la forêt, bon, même si vous êtes islamophobe, vous prenez Karim. Hein. Chikatilo a fait 52 victimes. C'est comme si l'ensemble du Parti socialiste était décimé, quoi. Et alors là encore, attendez, tenez-vous bien, enfance un peu perturbée, puisque Chikatilo, quand il était enfant, son frère Stéphane a été dévoré par des voisins cannibales. Quelle était la probabilité ? Et tout ça est vrai. Et il y a des gens qui font « Oh non, c'est pas possible ». Mais si, en fait, tout est possible. Mais l'être humain est capable de tout. Bien sûr, et souvent, c'est quand c'est vrai que les gens rigolent, malheureusement. Oui, heureusement même, parce que c'est quand c'est vrai qu'on se reconnaît et que ça nous provoque quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est... Et oui, c'est vrai. Donc, Et le profil de tous ces serial killers, c'est que tous ont été battus pendant l'enfance. Alors je ne dis pas dans le spectacle qu'un enfant battu, ça fait forcément un psycho-killer, sinon ce serait assez compliqué de vivre en société, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont souffert. Mais vrai. en tout cas, ça casse quelque chose, ça c'est évident. Il n'y a pas un tueur en série qui a un parcours normal à l'enfance, en fait. Donc voilà, Donc protégez ça vos marrant. enfants. Exactement. Et Si vous aimez-les. voulez une société sereine et saine. Oui, et que vous Voilà, voulez ça une part- famille qui part pas en vrille non plus, parce que c'est compliqué d'avoir un enfant serial killer quand même. Oui, non un peu, ouais. Enfin, voilà, Ouais, c'est un peu la assumez-le, honte, hein, c'est un peu la pression sociale. C'est Il fait ça, quoi ton c'est ça. fils ? Moi, le mien, il est avocat, moi, le mien, il est voilà, médecin, moi, voilà. le mien, il est serial killer. Et quand il découpe la dinde, tout Mais le il monde fait se ça méfie un vachement peu le bien. dimanche, quoi. Voilà, avec le couteau. C'est ça, C'est faut- pas lui qu'on va confier le découpage, quoi. Effectivement. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans le public, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui vous écoutent. J'imagine que ça se mélange entre ceux qui vous écoutent de façon fidèle et puis ceux qui viennent vous découvrir. Vous avez des retours des gens, justement, ce à quoi ils s'attendaient par rapport à ce qu'ils écoutent et la sensation qu'ils ont en vous voyant pour de vrai. Ouais, je crois. Ça, c'est mon deuxième spectacle déjà. Donc le premier, c'était vraiment des vannes sur les politiques. Ça ressemblait beaucoup à ce que je faisais en radio, en fait, à l'époque où je le faisais. Mais j'en ressortais en me disant, c'est bien, tout le monde a rigolé, on est bien, mais j'avais pas l'impression de dire grand chose, quoi. J'en sortais avec une petite insatisfaction quand même de pas avoir apporté ma pierre à l'édifice en quelque sorte. Et là, j'ai voulu raconter une expérience personnelle, celle du harcèlement scolaire, du harcèlement numérique aussi, quand je me suis positionné sur certains sujets à France Inter, et ça a été compliqué derrière. Et j'ai voulu raconter tout ça parce que c'est universel, en fait. On a tous eu quelqu'un qui nous a pourri la vie à un moment de notre vie, soit à l'école, soit plus tard au travail, soit les burn-out. Il y a beaucoup de choses, en fait, que j'ai voulu traiter pour que chacun se sente concerné. Je pense que c'est le cas. Donc, c'est vrai qu'il y a certains spectateurs sont un peu déstabilisés parce qu'ils s'attendaient juste à une succession de vannes. Il y a une succession de vannes, mais il n'y a pas que ça. J'ai voulu apporter un peu plus et qu'on en ressorte quelque chose de plus personnel. Ouais, puis avec une humanité partagée un peu, quoi, qui arriver à se retrouver un peu, parce que je trouve qu'on s'éloigne beaucoup les uns des autres. C'est un peu le but des spectacles d'ailleurs. Ouais, c'est un moment d'union, de réunion. Ouais, c'est ce que je dis à la fin, effectivement, que pendant 1h20, on regarde pas son téléphone, a priori, quoi, qu'il n'y a pas non plus de notification, on n'est pas là à se juger les uns les autres, on rit juste ensemble, en fait. Et le mot ensemble est très important parce qu'il n'y a plus beaucoup d'expériences comme ça qu'on vit ensemble, réellement, à part le spectacle. Ou les orgies satanistes. Mais voilà, enfin, et encore, mais à vous de voir ce j'imagine que qu'on vous peut les voulez faire. essayer. Je pense que le spectacle, c'est plutôt bien. Voilà. En effet, vous parliez justement de ce fameux harcèlement numérique. Ouais. Donc effectivement, peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu et on en connaît quelque chose sur cette onde à Radio J, le harcèlement numérique. Effectivement, donc après le 7 octobre, vous avez eu un témoignage d'empathie par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, d'être humain, quoi. Voilà, d'être humain qui voit d'autres êtres humains
se faire massacrer, qui 2 jours plus tard, alors qu'il n'y a rien politiquement pour l'instant, etc., ce qui est contestable ou pas selon évidemment le point de vue de chacun, mais oui, on est à J+2. Voilà. On n'est pas à J+1 an. Enfin bref, moi, je m'en émeus. Je me dis, et puis je critique certains députés de la France Insoumise qui eux arrivent pas à employer les mots. Moi, je dis voilà, les mots existent. Donc ce mot, c'est terroriste, massacreur d'enfants, de femmes, etc. Et ça se passe très mal parce que derrière, effectivement, j'ai des milliers et des milliers de messages menaçant de. Ça vous a surpris ? Oui, quand même. Le nombre m'a surpris. Le profil des gens, ça je le dis dans le spectacle, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plein de djihadistes. Et en fait, c'était des gens qui s'appelaient comme moi, qui avaient souvent des noms et prénoms très français. Je m'attendais pas à ça. Il y avait pas que ça. Il y avait de tout. Mais il y a des profils. Oui, on se dit quand même, c'est surprenant quand on voit les gens effectivement en photo sur Facebook avec leur famille et tout, et on se dit mais ils sont capables vraiment de me dire, toi, on va te couper la tête, on va trouver où t'habites, etc. Je me dis c'est fou quand même. C'est étrange quoi, la différence entre le physique de quelqu'un qui paraît tellement bonhomme, tellement tranquille sur les réseaux, et puis ce qu'il peut écrire, quand on pense que les mots ont quand même un sens et qu'on est censé réfléchir avant de les écrire, c'est assez effrayant en fait. Et c'est là qu'on réalise que l'apparence n'est rien et que derrière, et derrière, justement quand on en revient sur le serial killer. Voilà, oui, alors non, certains quand même ont des visages inquiétants. Mais effectivement, il y a des serial killers qui se promenaient dans la rue tout à fait. C'est le fameux truc, c'était mon voisin, il avait l'Argentine, portait les courses dans la moi, je me souviens quand même d'un témoignage après Mohamed Merah, quand on sait ce qu'il a fait, et témoignage et micro-trottoir quand même dans son quartier, où il y avait des vieilles dames qui disaient jamais on aurait imaginé, parce qu'ils portaient mes packs de cristalline jusqu'au 3e étage. C'est ça. Mais comme si en fait le fait d'avoir prémédité ça l'empêchait de porter parallèlement. Voilà. C'est de pas dire parce bonjour, merci, au revoir. Voilà, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être très poli et être un monstre. Effectivement. Je pense qu'il y a des SS qui étaient très polis dans la vie, qui étaient très gentils avec leurs propres enfants. Voilà, et c'est tout ça en fait dont j'ai voulu parler. J'étais surpris de ce. Aujourd'hui, moi j'appelle ça un harcèlement numérique. À l'époque, je pensais que c'était juste des réactions en fait, et elles sont arrivées tellement nombreuses et tellement violentes que je me suis dit on touche quand même quelque chose. Ça m'a pas empêché de penser ce que j'avais envie de penser. Et j'ai continué ma vie. Tant mieux d'ailleurs, et heureusement, parce que c'est quand même important de pouvoir s'exprimer, et c'est quand même votre rôle aussi. Et puis il y a assez de gens pour dire le contraire en plus, donc voilà. Oui, il y en a pas mal, c'est vrai. Donc allons-y quoi, chacun dit exactement ce qu'il souhaite dire. Et, moi jamais j'envoie de message de haine en disant je vais te tuer à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, ça m'arrive pas. Donc je me dis si ça ne m'arrive pas avec probablement que vous n'envoyez pas non plus de message de haine à ceux qui vous ont dit je vais te couper la tête non plus. Même. Non. Et ce qui est marrant, ce qui est assez surprenant, c'est que les rares auxquels j'ai répondu très rapidement étaient très surpris que je réponde, et le ton est baissé d'un coup immédiatement. Vous avez quand même répondu. Mais ça va jusqu'au fait que certains d'ailleurs vous disent j'ai apprécié votre réponse, je viendrai vous voir en spectacle. C'est là qu'on réalise que surréaliste. Tout ça est virtuel en fait. C'est là qu'on réalise qu'en fait les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'est Internet, et ils imaginent être vraiment dans un univers parallèle pour moi. C'est-à-dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi à tout le monde, mais dans la vraie vie, si vous croisez des gens, il se passe rien en fait. Il se passe rien. Moi, je me promène dans la rue à Paris, personne ne me parle ni d'une prise de position, ni de quelque chose que j'ai pu dire. D'ailleurs, c'est ce qui fait que des fois, il se passe un événement où peut-être quelqu'un a besoin d'aide et on l'aide pas parce que on est dans une espèce de truc virtuel. Tout est comment dire très volubile, en fait très mobile quoi. C'est-à-dire que après le 7 octobre, quand j'ai fait ce truc-là, je me suis fait traiter de nazi, de facho, de tout. Et puis 2 jours plus tard, j'ai fait une chronique assez marrante sur Bernard Arnault, justement le grand patron. Je crois que c'était sur les trucs de jet, de jet privé, il y avait un site internet qui référençait ses trajets en jet, et c'était parfois aberrant parce qu'effectivement pour aller quasiment à Melun ou à Tourcoing, il prenait son jet quoi. Très développement durable. Et là 2 jours plus tard, je me suis fait traiter de gaucho, islamo-gauchiste, etc. Et je me disais mais donc je passe de nazi à islamo-gauchiste en 2 jours. Donc c'est phénoménal. En fait tout est instantané, il y a pas de non mais il y a pas de recul. Il y a pas de pasteurisation justement. Non, alors c'est bien si comme les L5 vous voulez toutes les femmes de votre vie et vous voulez changer d'identité tous les jours, c'est pratique la radio parce que vous passez de nazi à islamo-gauchiste en 2 jours. Mais ça reste surprenant quoi. Oui, c'est vrai. Tout ça pour vous dire qu'en fait c'est juste un avis qu'ont les gens qui est épidermique comme ça vient toucher quelque chose en eux, et je comprends ça parce que moi j'ai la parole, je suis à la radio et il y a des gens qui ne l'ont pas, donc dans un sens ces réactions-là, je me dis aussi il y a beaucoup de frustration derrière tout ça. Mais il y a beaucoup de frustration derrière toute haine de toute manière. C'est les gens qui sont épanouis dans leur vie n'envoient pas de message de mort à d'autres, je pense. Je ne crois pas non plus, effectivement. Non, a priori. On va avoir des messages de gens épanouis, voilà, qui sont venus voir votre spectacle. Nous cherchons des gens.
Je suis fan de Tanguy Pastureau, donc j'ai adoré. ça reprend ses chroniques sur France Inter. C'est très très bien. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai trouvé très drôle, un bon équilibre de plein de choses, de politique, d'intime, de sexe, enfin voilà, de plein de choses. J'ai bien ri. Mais écoutez, c'était un très très bon moment, collé à l'actualité, mais très... Oui, on en ressort avec... je trouve un peu de la joie et il a bien répandu. Le message, le fil conducteur est vraiment chouette. Voilà, aimez-vous, peace and love. J'ai découvert, j'aime beaucoup son style, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien sa présence sur scène. J'ai trouvé qu'il communique bien avec le public. J'ai passé un bon moment. Voilà. Moi j'ai bien aimé parce que je m'attendais à trouver un enchaînement de vannes comme ça, et j'ai trouvé sympa d'avoir en fil rouge ce petit message de aimez-vous les uns les autres, arrêtez de créer de la violence parce que vous engendrez de la future violence, etc. Et ce côté petite boule dans le ventre, je pense que ça nous parle tous un petit peu. Voilà. J'ai bien aimé cette petite valeur ajoutée au spectacle. C'est marrant, c'est émouvant parce que on se rend jamais compte de ce que pensent les gens. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir ces réactions à chaud comme ça. Effectivement, vous avez ce retour justement sur ce côté émotion un petit peu, ou vous découvrez ça aussi J'ai le retour dans le sens où moi-même parfois je suis ému de dire les choses que je dis dans ce spectacle, donc forcément j'imagine que ça passe chez certains, voilà, mais non, moi je m'en rends pas compte directement, quoi. Je me rends compte de mon émotion à moi. C'est dur de palper celle des autres, d'autant que vous êtes devant quand même 300 ou 400 personnes, donc il y a autant d'émotions qu'il y a de personnes, je pense, donc c'est pas uniforme, quoi. Comment elle est venue cette idée cette envie de venir sur scène? Parce que c'est vrai que vous avez... C'est vos premières expériences sur scène, vraiment? Ou avant, vous aviez déjà eu l'occasion d'expérimenter ça? Non, j'ai commencé en 2019 avec le premier spectacle. C'est le désir d'un producteur qui s'appelle Christophe Meillan, qui est un producteur dans une petite entreprise à taille humaine. Moi, je voulais vraiment suivi par une personne qui est là partout avec moi parce que je me sentais pas de partir, d'aller avec un truc un peu énorme qui me dépassait. Et ce monsieur me poussait à monter sur scène. Il me disait c'est dommage que ton écriture ne vive qu'à la radio. Il faut sortir de ça. Et la radio, tu vas peut-être pas en faire toute ta vie. Je dis oui, c'est vrai dans un sens. Et puis voilà, donc son désir a été le mien finalement. Moi, j'ai besoin quand même toujours d'être poussé. C'est extraordinaire comme ça de pouvoir rencontrer quelqu'un qui justement vous amène vers une nouvelle expérience. Tout s'est fait comme ça. J'ai écrit un roman, c'est l'éditrice qui me l'a proposé. Je disais non. Et puis elle m'a dit si, vas-y. À force de me dire vas-y, j'y vais. Et puis là, ça se fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours besoin d'exister dans le regard de quelqu'un. Quoi, et que vous avez besoin d'une certaine caution qui vous valide pour vous dire allez, je peux y aller. Et puis de quelqu'un qui a envie, quoi, au départ. Parce que moi, j'aurais pas l'idée, moi, de proposer de moi-même en disant est-ce que je peux faire ceci, faire cela. Je sais pas. J'ai besoin que quelqu'un ait tellement envie, quoi. Tendre la main. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Écoutez, allez tendre la main au théâtre Tristan Bernard. Et mettez du gel anti-alcoolique. Voilà, s'il vous plaît, lavez-vous les mains avant. Quand même. Mais je sais plus comment. Hydroalcoolique. Ça se passe donc au théâtre Tristan Bernard du jeudi au samedi 19h. D'ailleurs, parfait horaire pour faire ce que vous voulez, pour sortir du travail juste et y aller. Et donc c'est un monde hostile. Pour un cœur tendre avec Tanguy Pastureau. Vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux pour voir toutes ses chroniques et en savoir plus sur tout son univers. On se retrouve dans quelques instants juste après le Flash Info d'Etani Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient et pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etani Belaïch. Bonjour
Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt internationaux contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Le monde politique en Israël a condamné cette annonce. Le cabinet du chef de l'exécutif compare notamment la décision de la juridiction à l'affaire Dreyfus. Les réactions internationales se multiplient également. Les Pays-Bas s'engagent à appliquer à 100% le statut de la CPI et à donner suite au mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou sur leur territoire. Aux États-Unis, Michael Waltz, le futur conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, promet lui une réponse forte au biais antisémite de la Cour et de l'ONU en janvier. Les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah se poursuivent. L'envoyé spécial au Moyen-Orient Amos Hochstein s'entretient en ce moment avec le ministre israélien de la Défense Israël Katz sur la question. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré un missile intercontinental contre son territoire, ce qui constituerait un usage inédit de ce type d'armement dans un conflit dans le monde. Selon Kiev, la frappe a été lancée depuis la région russe d'Astrakhan, à 1 millier de kilomètres de la zone touchée. En France, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, promet de faire des annonces en matière de simplification dans les prochains jours, après une visite auprès d'agriculteurs dans le Pas-de-Calais ce matin, et ce, alors que la mobilisation de la coordination rurale se poursuit dans le sud-ouest. Enfin, l'hiver s'invite sur l'Hexagone où plus de 50 départements sont placés en vigilance orange, neige, verglas et vent. Les premiers flocons de la tempête Caetano sont tombés ce matin sur la Bretagne et la Normandie, où les conditions de circulation sont très délicates selon Bison Futé. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, je suis en bonne compagnie avec le comédien, le chroniqueur, humoriste Tanguy Pastureau. C'est tout de suite sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Radio J, 15h, 16h, le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. On est de nouveau sur le Annabelle Show en compagnie du très doux. Oh là là. Tanguy Pastureau. Oui. Des très jolies chansons qui vous accompagnent. Oui. De loup-garou, de grand méchant. Ça veut dire beaucoup de choses cette chanson pour vous ? Oui, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman qui est sur son album de 1987. Celle où, vous savez, elle a fait un bébé toute seule. Et le fameux. Voilà. Et moi, j'aimais beaucoup cette chanson qui prône la douceur et justement un peu le contraire de la frime, quoi. Et oui, j'imaginais Goldman. Un peu le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure, ouais. La guerre des boutons, le truc viril comme ça. Ouais, et Goldman, c'est marrant parce que c'est un type qui, dès 1987, se moquait de la masculinité toxique. Donc, c'est quand même quelqu'un de précurseur et qui disait qu'être un homme, c'était pas juste ça. C'était pas juste être un surfeur ou un trader ou quelqu'un qui impose ses codes comme ça par la force. Elle est forte cette chanson et elle termine mon spectacle. Ouais. Je parle là-dessus, ouais. Justement, elle montre beaucoup de sensibilité, l'intelligence du cœur, quoi, émotionnelle. Ouais. Et c'est vrai qu'on est parfois en manque de ça. Donc c'est vrai que ce final. Voilà, nous apaise, je dois dire. Donc c'est pour ça j'aime beaucoup cette chanson. J'ai voulu un début très anxiogène avec des engueulades en plateau, des trucs, et puis petit à petit qu'on aille vers le doux. C'était le but de ce spectacle. C'est-à-dire que au départ on se dit oui, il y a de la violence, d'accord, et après on peut aussi en sortir. Et c'était en passant par tout le spectacle et en allant progressivement vers la douceur. Effectivement. Donc, cher Tanguy, comme vous êtes un homme de mots, qui écrit avec les mots, qui joue avec les mots, de punchline, de vanne, j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop difficile. On va s'imposer chacun 3 mots qu'on devra caser dans cette conversation. D'accord. Voilà. Alors, je commence, je vous mets sur la voie et puis comme ça, ça vous laisse le temps de me donner 3 mots. Vous pouvez me coller des trucs improbables, hein, c'est pas un problème. D'accord. Si vous avez une idée, ouais, allez-y. Ouais. Oui, ornithorynque. Parfait. Tour Eiffel. Et prémolaire. Ornithorynque, Tour Eiffel et prémolaire. Voilà. Allez, je relève le défi.
Challenge accepted, comme dirait l'autre. Très bien. Et prémolaire. Ok. Ouais, et moi, je vous donne. Alors, il faut un petit papier, je peux prendre. Non, mais un petit j'ai. Ah, d'accord. Puritain, Oui. ostréiculture Mais il faut que je les note quelque et part. chameau. Ah, d'accord, vous avez déjà noté. Voilà. Puritain, ostréiculture et chameau. D'accord. Pourquoi Voilà. Comme ça. D'accord, ça m'est comme venu ça. Comme Ouais, ça. ouais. Je sais pas, puritain, Mais je vous sais savez pas. qu'un psychanalyste dirait des choses à propos de ces petits papiers. Peut-être. Oui. Puritain, ostréiculture, chameau. Non, Ouais. en vrai, oui, peut-être que chacun a un sens, j'avoue. C'est ça. Mais les traduire là maintenant, ce serait trop long pour vous découvrir vous dans l'émission. D'accord. Ce n'est pas mon talk show à moi, c'est le vôtre. Alors, d'ailleurs, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge, vous avez un buzzer devant vous. Si je donne des fausses informations, des fake news, ou si je suis hors sujet dans ce que je raconte, n'hésitez pas à me buzzer et à corriger le tir. D'accord. Donc c'est parti. Nous sommes le 26 janvier 1900. J'ai le droit de le dire ou pas? Oui, évidemment, tout va bien. 74, Ouais. jour de la longtemps. création du premier festival de BD à Angoulême. Ah. Et oui, c'est là que naît le petit Tanguy, dans la banlieue bordelaise. Alors vous savez le point commun entre vous et mes grands-parents? Non. Eh bien, vous avez vu le jour à Pessac et eux y ont vu la lumière blanche. Voilà. C'est comme ça. Mes grands-parents, comme vos parents, étaient d'ailleurs fonctionnaires de la Poste. Allez savoir si ça se trouve, ils étaient peut-être collègues à Pessac. Hein, vraiment, je dis pas n'importe C'est quoi. marrant. Donc, vous grandissez par contre du côté de la région. À la pâtisserie bien connue aux 3000 calories, il a bouché. Non, pas le macroude. Le Kouign-Amann, c'est le même principe. Remplacez juste l'huile par le beurre et vous obtenez la Bretagne. Vous Voilà. avez grandi donc en Bretagne. En fait, vos parents sont bretons à la base? Ma mère est bretonne et mon père est effectivement plus du côté de Bordeaux. Ils se sont rencontrés à la fac à Bordeaux et effectivement, mon père est tombé amoureux de la région en même temps que de ma mère, je pense. Ouais. Donc ils sont partis, j'avais 6 mois, ouais, j'ai pas vécu beaucoup en Gironde. Oui. Et donc effectivement, cette région de la Bretagne est pleine de vos souvenirs d'enfance. Et y aller, ça vous fait surgir un petit peu les fantômes de votre passé, notamment celui-là. Bonjour les enfants. L'histoire de chat et de chaton que je vais vous raconter aujourd'hui à partir du grand dessin animé de Walt Disney. Vous connaissez cette voix? n'est pas une C'est la voix de Louis de Funès qui raconte les Aristochats sur disque. C'était un de mes premiers disques. Vous étiez bercé par cette histoire? Oui, par cette histoire, oui, dans le sens où d'ailleurs certains des dialogues des chats qui figurent dans le disque, ce sont ceux que je connais mieux dans le film en fait. Ah oui. Je les connais presque par cœur et je l'ai revu quand mon fils était petit et je me souvenais encore des dialogues alors que j'avais pas vu le film depuis 35 ans sans doute. C'est assez révélateur comme ça d'être bercé par par la voix d'un des plus grands comédiens comiques français. J'étais triste. C'est quand il est décédé, c'est le premier homme célèbre dont je me suis rendu compte réellement du décès. Je devais avoir 6 ans pourtant ou 5. Et je me souviens que devant l'école, on était pas mal d'enfants à en parler. Et c'est la première mort de célébrité dont on parlait, parce qu'avant on se rend pas vraiment compte. Mais pour vous dire à quel point il était connu et aimé aussi des petits en fait. Ouais. À quel point il était dans votre quotidien. Lui aussi, c'est ça. C'était un peu votre Tanguy Pastureau à vous de l'enfance, oui, quoi, oui, puisqu'il était dans vos oreilles. Ces films passaient partout, tout le temps. Enfin voilà, c'était multidiffusé, donc effectivement. Effectivement. Et donc, quand vous ne lisez pas un livre du fameux Père Castor ou un album des Schtroumpfs, vous imaginez que vos Playmobil sont en pleine campagne électorale. Oui. Comment vous savez ça, c'est vrai? Oui, absolument. J'ai mes sources. Non, absolument. C'est je me recrée un petit monde et avec c'était pas les Playmobil, c'était les Fabulantes qui étaient des sortes de Playmobil à tête d'animaux. Ça a duré 5 ans, ça n'existe plus. On en trouve encore sur eBay mais à un prix un prix. C'est des collectors, c'est vintage. Exactement. Et les Fabulantes. Et c'est vrai qu'avec mon petit frère, on faisait des fausses affiches de campagne et tout qu'on collait sur les bâtiments des poules et des lapins. C'est mignon. Parce que mes parents étaient fous de politique et je pense que ça a déteint sur l'ensemble de la famille en fait. Effectivement, vous étiez alors quand certains parents baignent la maison de l'univers musical des Beatles, vous écoutez plutôt ce genre de musique à la Paul McCartney. Enfin, du coup, c'est pas vraiment. C'est Live and Let Die des Wings. Voilà. Ouais, le groupe de Paul McCartney, mais c'est aussi le générique de L'heure de vérité. Effectivement, c'est ce genre d'émission-là que regardaient vos parents. À la maison, oui, bien sûr, les émissions politiques. Et déjà, ça vous intéressait Ça m'intéressait, j'y comprenais pas grand-chose, mais je voyais toute la tension qu'il pouvait y avoir. Et à l'époque, la dignité des politiques m'impressionnait. Dignité qu'on a perdue quand on voit parfois ce qui se passe sur les bancs de l'Assemblée nationale. Des gens qui hurlent, qui s'insultent et qui se traitent comme des enfants. Donc c'est inacceptable. Et à l'époque, c'est vrai que les politiques avaient une aura quand même avec quelque chose.
charisme. C'était un spectacle. Ouais, on les trouvait supérieurs à nous, supérieurs en tout, supérieurs en culture, supérieurs en matière oratoire. Enfin, on pouvait les admirer en tout cas. Voilà. Ça a un petit peu disparu. Ça, c'est un petit peu, ouais. C'est vrai. Et du coup, regarder ça vous donne une orientation de ce que vous avez envie de faire plus tard ou à ce moment-là, c'est encore très tôt pour vous ? Non, pas vraiment. Moi, je me dis que justement, je m'éloignerai au maximum de la politique, que j'aurai le moins d'engagement militant possible, parce que j'ai vu les militants, je les vois tristes en permanence parce qu'on gagne rarement et on perd souvent quand on est militant. C'est le principe. Et moi, j'avais pas envie de vivre ça. J'avais envie de vivre une vie de joie. C'est ce qui m'a aussi poussé à quitter un moment la Bretagne pour aller tenter ma chance. Et j'avais envie d'une vie qui soit pas commune, en fait, qui soit un peu particulière, où on s'amuse au quotidien, quoi. Ouais. Voilà. Effectivement, donc à l'adolescence, pour le coup, alors changement de région pour la Mayenne, à Château-Gontier, oui. qui n'a de royal que le nom. Hein. Oui, c'est vrai. Et là, vous découvrez vraiment la vie avec les premiers émois que suscite l'ennui. Donc c'est vrai que c'est un petit village de campagne. Vous abordez un peu cette vie-là, justement, dans votre spectacle. Et vous êtes... Un adolescent très dans l'observation et dans l'imagination. Vous êtes dans un petit peu l'imagination beaucoup parce qu'on s'ennuyait beaucoup. C'est vrai qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de tablette. Aujourd'hui, j'ai l'impression dans les villages, on peut vivre un peu la même vie qu'en ville, quoi. Sauf quand on sort. Mais chez soi. Ramener avec la technologie. Voilà, c'est ça. On a le monde entier quand même à portée de doigt. Nous, on était dans un petit village où il n'y avait pas grand-chose. Et c'est là que j'ai commencé justement à écouter la radio et les libres antennes pour jeunes, sur Fun, sur Skyrock notamment, parce que justement, c'était le réseau social de l'époque. J'entendais d'autres jeunes à d'autres bouts de la France qui avaient les mêmes problématiques que moi. Et je me disais, c'est marrant parce que justement, c'était comme un club. Enfin, j'entendais des gens derrière. À travers leur voix à eux. Oui, exactement. C'est pour ça que la radio était importante au départ et reste importante parce que je me souviendrai toujours de ces nuits passées à écouter la radio, vraiment, et à me dire, d'autres gens existent à l'autre bout de la France. On a presque la même vie. Je pourrais les connaître, je les connais pas, mais je passe par cet animateur qui va leur faire dire ci ou ça. Et c'était tellement... c'était une vraie libération à l'époque. Oui, et puis cette liberté de ton et voilà, de pouvoir parler de tout un tas de sujets. Effectivement. Ça allait très loin. Oui, ça allait très loin. Ouais, exactement, mais c'est ce que j'aime, moi. Et donc, c'est ça. Et là, vous vous dites, ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Là, quand vous écoutez la radio, vous vous dites, il y a un truc. Oui, et d'ailleurs, c'est resté mon média préféré aujourd'hui. C'est vrai que la télé, j'en ai fait. Il y a des années où j'en fais pas. Et ça me manque un peu, mais ça va. La radio, je pense que si j'arrêtais, il y aurait un truc qui me manque vraiment. Et d'ailleurs, j'ai jamais arrêté depuis 20 ans, donc pas une année. Donc ça veut dire quand même que voilà, j'y suis attaché. Il y a un côté tellement proche de l'auditeur et puis tellement pas simple, parce que je veux pas dénigrer, mais on arrive, on fait son truc, on s'en va, quoi. Moi, j'aime bien ce côté-là, faire ma chronique, je la déchire, je passe à la suivante. Effectivement, il y a quelque chose de très éphémère, d'ailleurs, qu'on n'a pas au spectacle. Justement, la discipline est très différente parce qu'au spectacle, il faut quelque chose de plus... je dirais inscrit dans le temps, d'installer, voilà, d'installer et qu'on peut rejouer d'un jour à l'autre. Mais moi, je change chaque jour un truc, en fait. Chaque jour, je me donne cette mission de changer chaque jour un petit élément pour garder ce danger, en fait, de pas avoir un spectacle trop installé, pour pas m'ennuyer dedans. Et je trouve ça bien de faire évoluer le texte jusqu'à la dernière date pour que ce soit jamais vraiment la même soirée, en fait. Effectivement, et puis il y a de quoi faire. Donc, et puis comme vous avez ce talent-là, autant s'en servir, c'est vrai. D'écrire, et puis c'est ce qui fait aussi que les gens vont retrouver le plus qui fait votre talent quand ils vont venir vous voir, effectivement. Je sais pas, mais c'est un peu les retours qu'on a aussi quand on va voir un chroniqueur. J'imagine les gens, ils sont aussi sur l'immédiateté de l'actualité. Peut-être qu'ils ont envie de retrouver ce qu'ils ont entendu le matin à la radio, justement, dans vos paroles sur scène, quoi. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, tout nous semblait exotique. Et une fois, alors c'est une véritable anecdote, il y a eu dans un des petits villages de Bretagne où je partais, dans lequel je vivais, une course de chameaux. Donc je place le mot chameau. Et ce qui est réel, il y a eu, il y a eu une vraie course de chameaux. Ils avaient fait venir des chameaux, je ne sais pas d'où, et les Bretons montaient dessus et ils tournaient. C'était comme une course de chevaux mais en chameau. Et pour nous, ça nous semblait extraordinaire de voir des chameaux, quoi. Voilà. Mais voilà, anecdote juste pour placer le mot chameau. Vous m'auriez dit, il y a un concours d'ornithorynque. Ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Alors effectivement, donc c'est cet émoi pour la radio. Et mais alors c'est à ce même moment donc que effectivement vous rencontrez aussi ce que ça fait
d'être confronté aux autres à travers l'adolescence, à travers ce que vous racontez un petit peu dans le spectacle, et donc devoir prendre le car scolaire tous les jours parce que le collège est à Perpète-les-Oies, c'est pas foufou. Ouais. Et quand on est en plus en comité d'accueil dans ce même car avec des gens qui vous accueillent de manière quotidienne avec un cocktail de harcèlement, c'est pas, ça laisse des traces au sens littéral et figuré, je dirais. Ouais, il y avait beaucoup le harcèlement en question. C'était un type qui m'attendait tous les jours dans le car et qui me tabassait, quoi. Voilà, mais et à l'époque, franchement, personne n'y voyait. Et nous-mêmes, on n'y voyait pas trop de soucis. Ouais. C'est-à-dire que moi, je définissais pas du tout ça comme un harcèlement. Le fait que je retrouve tous les matins le même type qui me fait la même chose, c'est du harcèlement. Ouais. Mais à l'époque, on disait pas du tout ça, en fait. Ça on faisait disait, partie de votre quotidien. Il y a un type un peu violent, quoi. C'est ça me fait pas du bien. Mais comme on n'avait pas les mots n'étaient même pas autorisés, on le disait pas, quoi. Donc on vivait. Alors peut-être que c'était dans un sens plus léger parce qu'au moins on se sentait moins agressé, j'imagine, mais ça laisse quand même des traces, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et justement, cette envie de s'exprimer, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui viennent de là aussi, cette envie de pouvoir justement une revanche sur le fait d'exister, laissez-moi tranquille, je dis ce que je veux, je m'exprime. Je pense oui que chacun d'entre nous qui sommes au micro ont pas forcément une revanche, mais ont quelque chose peut-être à guérir ou à apporter, oui, l'un ou l'autre d'ailleurs, mais oui, on n'arrive pas par hasard devant un micro, je pense, ni sur scène, ni devant une caméra de télé, ni au cinéma. Voilà, il y a un parcours qui fait que, en général, c'est accidenté avant, et puis c'est ce qui nous a poussé à faire ça. Oui, sinon on a une existence plus classique, je pense. Oui, et on revient à cette fameuse envie d'une existence pas conventionnelle. Oui, un peu amusante. Ouais. Effectivement. Bon, alors côté cœur, vous éprouvez revenons sur quelque chose de plus léger, une passion dévorante et secrète pour cette dame. Quelle est cette chanson ? Est-ce que vous la reconnaissez ? Petit blind test des années. Par habitude. Ah bah oui, à la voix, c'est Karen Cheryl, bien sûr. La chanson s'appelle Seul. Alors celle-là, je la connaissais moi c'était au Chéri Chéri que j'aimais bien. Ouais, je me suis dit, je vais pas lui faire le truc classique. Non, mais c'est bien d'être allé chercher vraiment dans le répertoire, au fond du répertoire de Karen. C'est ça, comme le Goldman que vous faites écouter, exactement. qui est connu vraiment des aficionados. Des puristes, Exactement. Que je connaissais moi. Pas des puritains, des puristes. Bravo. Voilà. Non, mais parce que la racine est la même. Ouais, mais c'est pas grave, je vous l'accorde. Allez. Donc c'est Isabelle Morizet aujourd'hui, parce qu'elle a repris son ancien nom qu'elle avait. Bon, bref, voilà. Ouais. Donc alors après vous devenez quand même plus rebelle. Vous écoutez un déglingos bien de chez nous. Ouais. Etienne Dao, oui. Que vous connaissez par cœur aussi. Ah oui, là je connais vraiment beaucoup. Je suis allé le voir plusieurs fois en concert. Mon épouse m'a même offert des places pour son dernier spectacle. On est allé voir au Zénith ensemble. Ouais, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce chanteur. Et justement, là aussi, il y a quelque chose que je retrouve par rapport à Goldman, c'est cette espèce de douceur. Ouais, mais j'allais dire, je trouve que vous avez une énergie qui ressemble à celle d'Etienne Dao. En fait. Je sais pas, mais dans justement ce côté qui ça raconte des choses et en même temps qui est posé, qui est là et qui est apaisant. Enfin, je trouve qu'il y a c'est gentil, mais ce truc-là. Lui a vraiment ça, et puis c'est un des seuls à parler du désir masculin sans que ce soit vulgaire ou trivial. Il parle de quelque chose qui est très beau, il arrive à exprimer ça, alors que très vite, quand on parle de désir masculin, on arrive dans la gaudriole, quoi. Ouais. La saleté. Oui, et alors lui, il arrive à rendre ça poétique. Ouais, c'est joli, ouais. Oui, comme Goldman aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qui arrive aussi à faire ça. C'est moins sensuel Goldman, mais c'est Dao, je trouve ça sensuel quand même. Rome, la Dolce Vita, la Bretagne et les villages de campagne vous donnent vraiment envie de vous tirer d'ici. Dans un sens, oui, de voir autre chose, oui. Ouais. J'aime la Bretagne, mais... Donc vous vous tournez vers ce que vous croyez qui va vous évader. Un BTS tourisme au lycée de Cornouailles de Quimper. Oui. Mais bon, vous vous rendez vite compte que c'est pas ça qui va vous permettre de voyager. Le BTS, c'était à Saint-Brieuc, mais c'est pareil, c'est une ville de Bretagne aussi. Oui, Saint-Brieuc, bien sûr. Voilà, mais je pensais vraiment que le BTS tourisme allait m'amener à explorer le monde et à construire des voyages pour les gens et aller voir les prestataires et négocier comme ça, mais j'ai réalisé très vite que c'était après 20 ans de métier qu'on fait ça, et que les 20 premières années, on est derrière un guichet et on vend des billets d'avion, chose qui se fait même plus maintenant parce qu'il n'y a plus d'agence de voyage, donc ces métiers en plus ont disparu pour la plupart, mais à l'époque c'était comme ça, et là grosse désillusion, je me dis qu'est-ce que je vais faire du coup, et en fait j'ai réalisé que j'avais pris ce BTS pour rassurer un peu mes parents qui justement, se demandaient un peu ce que je faisais. Comment ils voulaient que j'ai un petit niveau, un bac+2. Voilà, vos parents qui, eux, avaient un poste assez classique et puis sécurisé, je dirais, puisqu'ils étaient fonctionnaires à la Poste. De quel œil ils ont pu voir votre parcours, justement, vous qui aviez envie d'autre chose ? Je sais pas. J'imagine qu'au départ, ils ont eu très très peur.
parce que ils voyaient pas vraiment où je voulais en venir et moi non plus, dans un sens. C'est-à-dire que je voulais juste autre chose sans arriver à le définir. Donc j'imagine que pour des parents, ça peut faire assez peur. Mais ils m'ont ni véritablement soutenu ni empêché, quoi, en quelque sorte. Donc du coup, j'y suis allé quand même. Et puis aujourd'hui, je pense qu'ils sont contents quand même. Ouais. J'imagine. Ils ont vu que. Ils vous ont vu sur scène ? Oui, pas sur ce spectacle-là encore, parce que pour l'instant, il n'est allé qu'à Paris. Mais ils vont venir sur la dernière, normalement le 21 décembre. Ouais, toujours en Bretagne, du coup. Ils sont toujours en Bretagne, ils sont du côté de Dinard, et on déménageait beaucoup, parce qu'ils étaient fonctionnaires, donc pour les affectations de mon père, on déménageait quasiment tous les 2 ou 3 ans. Et là, ils redéménagent. Ils vont à Vannes maintenant, près de mais toujours, Bretagne Sud. Toujours dans cette au soleil. C'est grand la Bretagne, au soleil, il y a de quoi faire. Soleil. Effectivement. Voilà, la Bretagne Sud. La Bretagne Sud. Voilà, les Celtes séfarades, quoi. En quelque sorte. Voilà, le bon beurre, mais voilà, qui fait bien grossir, quoi. Voilà. Exactement. Alors effectivement, vous effectuez un service civique très loin de la maison à Rouen. Oui, en Normandie en plus, chez l'ennemi, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a cette guéguerre des Normands et des Bretons. Je suis passé dans l'autre équipe. D'ailleurs, si jamais vous allez, chose qui peut arriver à des artistes, si vous allez c'est comme Nantes, on sait pas bien si c'est là ou là. Si vous allez à Rouen et que vous dites que c'est la Bretagne et que vous vous trompez, non, quelle ça horreur. c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Évidemment. À Nantes, il y a la moitié de la population qui se considère comme étant dans les Pays de la Loire et vraiment des traditionalistes qui connaissent un peu l'histoire, qui savent que Nantes, c'était l'ancienne capitale de la Bretagne, le duché. Donc forcément, pour moi, Nantes est en Bretagne. Oui, je le dis. Voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Faites attention, vous avez peut-être recevoir des milliers de messages. Et même Paris est breton, l'Ukraine est bretonne. Oui. Tout est breton. Tout est breton. Voilà, nous sommes partout, c'est nous les Bretons qui sommes partout. Les complotistes se trompent. C'est Astérix et Obélix, quoi, les irréductibles. Voilà, les complotistes se sont trompés. Voilà, même les Schtroumpfs sont bretons. Ils restent comme ça face aux méchants Gargamel. Voilà. Donc, effectivement, alors vous faites un service civique et ça vous permet d'aller dans un organisme de réinsertion sociale d'anciens détenus. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? C'était quoi votre mission ? Ma mission, c'était un monsieur qui était passionné de ça, qui restaurait d'anciens éléments de la culture normande, donc des fermes à la chaux, vous savez, ce genre de trucs, avec des poutrelles, des trucs incroyables. Oui, le patrimoine. Voilà. De et la du région. coup, il sortait le patrimoine de la région, des fours à pain, des trucs incroyables, des vieux moulins, donc c'était quand même chouette. Et il y avait effectivement des gens qui avaient pris 20 ans de prison pour des braquages ou des trucs comme ça, donc des parcours de vie assez extrêmes et intenses, des gens auxquels j'avais jamais été confronté, moi, en fait, à qui on donnait cette formation manuelle pour pouvoir se réinsérer et travailler après sur des chantiers de réinsertion et puis après sur des chantiers tout court. Et c'était une expérience assez folle, oui, puisque c'était pour moi je travaillais avec d'anciens gangsters quand même, donc c'était assez particulier comme truc, et des vrais accidentés, des gens que parfois on allait chercher chez eux à 8h du matin parce qu'ils se présentaient pas sur les chantiers, et il fallait arriver chez eux avant l'assistante sociale pour pas qu'ils les remettent en prison, par exemple, parce qu'on s'était attaché à eux, donc on les tirait de leur lit, enfin ils étaient parfois dans un état. Mais voilà, des tas d'aventures en fait qui m'ont moi sorti de mon quotidien, qui m'ont fait découvrir d'autres gens et des gens au parcours très particulier, mais une fois je sais pas comment dire, mais plusieurs mois après qu'on se soit connus, finalement, ces gens-là, vous oubliez ce qu'ils ont fait avant. Surtout que la plupart du temps, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de mort. Sinon, des gens qui auraient pris perpétuité, mais voilà, il y a juste des parcours assez dingues, quoi. Ouais. Ça vous donne un peu peut-être un autre éclairage sur la vie, le parcours. Ah oui. Ouais, et puis sur le fait que mon existence à moi a pu être facile, parce qu'il y a des gens parfois qui ont fait des bêtises, parce qu'ils n'avaient, on a toujours le choix, mais parce qu'ils étaient poussés à ça en quelque sorte, parce que il fallait survivre. Moi, j'ai jamais eu à survivre, donc dans un sens. Est-ce que justement c'est un déclic aussi qui vous dit, je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire, ou ce passage-là, cette expérience-là? Ouais, peut-être. C'était la dernière année. Moi, je suis passé la dernière année du service militaire et je me suis dit, j'ai pas envie de le faire en caserne, en fait. J'ai envie de me rendre utile et de découvrir quelque chose. Donc ces 10 mois, oui, c'était chouette. Et effectivement, ça m'a peut-être amené à quelque chose. C'est vrai que j'ai découvert la radio, puisqu'à Rouen, je suis devenu bénévole en radio pour la première fois, et sur des radios associatives où il y a. On commence souvent bénévole en radio. Ouais, c'est ça, évidemment. Et il faut le faire. Hein. Effectivement. Et sur des radios associatives où au départ il y a personne à l'antenne. Parce que comme c'est pas payé, personne ne veut le faire. Et donc moi, je me retrouvais avec des tranches de 5 à 6 heures.
à suivre, mais ce qui est un truc génial pour apprendre, quoi. C'est hyper formateur. Et donc, Ouais. vous êtes... c'est là que vous naissez pour la deuxième fois, je dirais, sous le pseudo Tanguy Suntory. Ah oui, c'est vrai, ouais. Pourquoi ouais. Suntory ? Je ne sais pas du tout. C'était à l'époque d'MC Solar avec 2 A et je me suis dit Suntory avec 2 I, ça sonne bien. Et en fait, c'était parti d'un truc tout bête. C'est-à-dire qu'un jour, on s'était moqué sur une radio associative de la mascotte de Flunch. À l'époque, il y avait une mascotte, Flunchy, et puis on avait détourné un peu le principe de la mascotte en lui faisant dire des saloperies. Y compris à propos des enfants, le sketch était un peu hard. Et là, on s'est dit, en fait, il y a quelqu'un de la radio qui nous a dit, mais vous savez que vous allez avoir un procès, il faut surtout pas apparaître sous vos vrais noms. Et effectivement, Flunch commençait à l'époque, à nous menacer un peu. Donc, on a eu l'idée de se planquer. Moi, j'ai choisi le premier pseudo venu, quoi, voilà. Effectivement, alors c'est marrant, j'ai retrouvé une archive rare de vos écrits à ce moment-là. Ah bon ? Donc Tanguy Suntory @clubinternet.fr. Ouais. Je veux devenir une anti-star parce que le star system ne veut pas de moi, malgré des poses suggestives et lascives sur des sites internet de renom. J'espère donc que l'anti-star system sera bien plus clément avec ma candidature. Il est à noter que devenir une anti-star me permettra de trouver une bonne excuse si je ne réussis pas dans la vie. Je pourrais alors prétendre que c'est un choix basé sur une déontologie elle-même axée sur une prise de conscience de mon moi profond. Enfin, toutes ces choses que les gens ne comprennent pas. Vous remarquerez que dans ce texte de présentation figure un point-virgule, ce qui fait de moi une anti-star, puisque seulement 15,4% des 15-55 ans utilisent ce type de ponctuation. Pourtant chou, entre parenthèses, d'après une enquête, je vous fais des bisous. Oui, alors je partais dans tous les sens à l'époque. Je conçois que ce soit pas très. Pour les gens, l'a dit comme ça. Mais je trouve ça très mignon parce que finalement. Vos éditeurs sont en train de se dire il est fou, c'est un malade. Mais non, c'était un projet artistique qui s'appelait Antistar où des anonymes, parce que je déteste ce mot, les anonymes, parce que personne n'est anonyme en réalité, mais des non-stars venaient expliquer pourquoi pour elles, c'était pas bien d'intégrer le star system. Et je trouvais ça très rigolo, quoi. Effectivement, et quand on voit par la suite ce que vous êtes devenu, vous êtes maintenant vous êtes fait un nom, donc vous n'êtes pas une anti-star en tout cas. Donc alors vous commencez donc cette fameuse aventure radio sur RC2. Oui. À Canteleu, vous animez, alors effectivement, comme vous l'avez dit, plein de formats, dont Happening, un programme d'humour avec Emmanuel Lautréamont. Et puis vous passez après sur HDR, et c'est vrai que c'est le Graal, parce que vous animez de manière bénévole, certes, mais votre propre talk show, le Suntory Show, un show complètement frappadingue, avec notamment ce hit. Vous savez, moi je chante pour les femmes, car les femmes téléphonent avec charme. Vous savez, moi je chante pour les hommes, car les hommes aiment le téléphone. Alors, là aussi, il faut que j'explique. Oui, je crois que je vais être obligé d'expliquer trop de choses en fait. Oui, je crois qu'il est temps que j'arrête cette carrière parce que je suis allé déjà beaucoup trop loin dès l'âge de 22 ans. Mais en fait, non, j'ai eu l'idée de faire un album qui s'appelait Tanguy Suntory et les erreurs 404. L'erreur 404, c'était la page blanche qui s'affichait à l'époque quand on n'arrivait pas, quand le site était mal fait, en gros. Et il n'y avait pas de page. Voilà, il y avait beaucoup d'erreurs 404. Et en fait, l'idée, c'était que je chante sur des boucles comme ça de sonneries de téléphone portable de Nokia 3210 à l'époque. Bien sûr, évidemment. Voilà. Et j'avais fait tout un album, c'est horrible. Mais c'était drôle à faire. C'est très original. Je cherchais des moyens de m'amuser un peu. Oui, il faut bien. Et donc effectivement, tout ça. Alors tout ça, c'est bien gentil le bénévolat, mais il est temps de se faire payer. Et vous êtes engagé chez Radio Nova, toujours sous le pseudo Suntory. C'est parti pour les chroniques, billets d'humour, live dans les rues de Paris, et on vous confie aussi la matinale chez France Bleu. Vous passez votre temps à écrire, à dire des vannes jusqu'à celle qui va vous ouvrir les portes encore un peu plus grand, mais on se racontera ça juste après la pause. On est avec Tanguy Pastureau qui joue actuellement au théâtre Tristan Bernard, son one-man show, un monde hostile pour un cœur tendre, à aller voir du jeudi au samedi 19h. N'hésitez pas à aller rire avec lui, et on se retrouve dans quelques instants juste après le journal d'Etani de Belaïch. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bitan. Un spectacle percutant, engagé et émouvant. Bernard Bitan met des mots sur les mots du peuple juif. Bernard Bitan revient avec son spectacle à l'Écuge, lundi 18 et jeudi 21 novembre à 20h30. Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10. Réservation sur écuge.fr. Écuge.fr. Je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitan. Spectacle d'actualité et solidaire d'Israël, en partenariat avec Radio J.
Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la France et les Pays-Bas appliqueront bien les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. La Belgique et la Jordanie ont rapidement suivi avec des annonces similaires. Cette décision a des implications majeures pour les déplacements des dirigeants israéliens qui se voient désormais interdits d'entrer dans 120 pays à travers le monde, dont plusieurs alliés traditionnels d'Israël comme la France. Plus tôt, la Cour a annoncé avoir des motifs raisonnables de croire que Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant portaient la responsabilité pénale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La décision de la CPI a largement été dénoncée par le monde politique en Israël. Pascal Sunshine. Le bureau du Premier ministre a dénoncé une mesure scandaleuse, inique et mensongère, une affaire Dreyfus des temps modernes, a indiqué le bureau du chef du gouvernement. Le député d'opposition Benny Gantz a condamné un aveuglement moral de la CPI et une honte historique qui ne s'effacera jamais. Le député travailliste Gilad Kariv a dénoncé une décision immorale et dangereuse qui revient à nier à un État tout droit à se défendre et qui doit inquiéter l'ensemble du monde libre. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a parlé d'un jour noir pour la Cour pénale de La Haye qui a perdu toute légitimité. Elle est devenue un outil politique entre les mains d'acteurs les plus fanatiques qui cherchent à ébranler la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, a donc déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. Enfin, le président israélien Yitzhak Herzog parle d'une décision scandaleuse qui a fait de la justice universelle un sujet universel de moquerie et de dérision. Elle tourne en dérision le sacrifice de tous ceux qui se battent pour la justice et elle ignore la détresse des 101 otages, a affirmé le président de l'État d'Israël. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, notait qu'en conséquence, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar enchaîne les entretiens avec ses homologues à l'étranger. Sur le terrain, une quinzaine de roquettes ont été tirées vers la Galilée dans le nord d'Israël en début d'après-midi. Plutôt une attaque à la roquette à Nahariya a fait un mort, un homme âgé d'une trentaine d'années qui a été retrouvé sans signe de vie. Plusieurs blessés ont également été signalés. Environ 25 roquettes ont été tirées vers la ville en fin de matinée et toujours sur le front nord. Tsahal a dévoilé le nom d'un soldat tué hier lors d'un incident au cours duquel un chercheur civil est entré dans le sud du Liban pour visiter un site archéologique sans les autorisations nécessaires. Le soldat est le sergent Gour Kehati, 20 ans, du 13e bataillon de la brigade Golani, originaire de Nir Banim. Il a donc été tué aux côtés de Zeev Erlich, à 71 ans. Une enquête sur cet incident a été ouverte par Tsahal. Du côté du Liban, l'armée israélienne a détruit des centres de commandement dans la banlieue sud de Beyrouth cet après-midi. De nouvelles frappes ont touché le bastion du Hezbollah en début mais aussi en fin de matinée, et ce après une accalmie de plusieurs jours en raison de la visite de l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient. La région de Tyr dans le sud du pays a également été visée. L'émissaire de Joe Biden en déplacement en Israël justement a rencontré Benyamin Netanyahou au sujet d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. La rencontre entre le Premier ministre israélien et Amos Hochstein s'est achevée en début d'après-midi. L'envoyé spécial a atterri en Israël hier soir en provenance du Liban où il a passé 2 jours pour avancer sur les détails techniques d'une potentielle trêve. Selon un haut responsable de la défense israélienne, il est fort probable qu'Israël parvienne à un accord de cessez-le-feu au Liban dans les prochains jours.
En France, enfin, avec l'arrivée de la tempête Caetano, l'hiver s'est invité dès ce matin sur l'Hexagone, où plus de 50 départements sont placés en vigilance orange pour cause de neige, verglas et vent fort. Cette dépression traverse la France d'ouest en est et provoque un épisode hivernal précoce et suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles dans les régions concernées selon Météo France. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, assume de ne pas faire circuler certains trains si nécessaire. Écoutez. Il y a deux grandes bandes qui nous inquiètent. La bande nord, c'est la neige. Et quand il y a trop de neige, ça peut gêner la circulation des trains. Les aiguillages, par exemple, qui sont moins bien. L'autre bande, la bande centrale, c'est le vent. Le vent, ça fait tomber les arbres sur les voies. Donc on est très attentif. Et la consigne, elle est très claire, c'est la sécurité d'abord. Si à cause de la météo, il n'est pas prudent de faire partir un train, on ne le fait pas partir. Donc il vaut mieux, par prudence et pour sécurité de nos voyageurs, de dire on ne fait pas partir les trains. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, au micro de nos confrères de RTL ce matin. Le trafic des TGV est perturbé dans l'ouest de la France. D'importants retards sont également constatés à l'arrivée en gare de Paris-Montparnasse. Par ailleurs, quelques perturbations sont signalées en région parisienne en raison d'une grève à la SNCF. Les lignes R du Transilien et le RERD sont les plus touchées, avec seulement un train sur 3 en circulation. Merci Tanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous, je suis en excellente compagnie avec Tanguy Pastureau. Il nous parle de lui, de son spectacle qui joue actuellement au théâtre Tristan Bernard. Venez rire avec nous pour la dernière partie du Annabelle Show sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis avec Tanguy Pastureau dans le Annabelle Show. On parle de l'enfance, du parcours, de rire, de sensibilité. On le retrouve actuellement au théâtre Tristan Bernard où il joue du jeudi au samedi à 19h. N'hésitez pas à aller le rire. Ça se passe dans la ville de la Tour Eiffel. Ah, bien joué. Et si vous voulez rire, vous en arrachez les mâchoires et les prémolaires. Ok. Et ben voilà. Et ornithorynque. Ornithorynque, je l'ai déjà dit. Ah oui. En disant que vous ne pouvez pas le dire en fait. D'accord. C'est comme si moi je disais, moi je ne peux pas dire le mot ostréiculture par exemple. Voilà. Et là on pourrait se dire que c'est dit. Voilà, allez, c'est bon. Allez, d'accord. Ok. Allez, c'est bon. Terminé. Ouf, cette pression est repartie. C'est bon, tout va bien. Ouf. Donc on parlait de ce moment où effectivement, grâce à une vanne que vous faites en radio lors d'une chronique, vous vannez en fait la radio RTL. Ouais. Et en fait, donc Jacques Esnou vous entend. Et ça lui donne envie de vous engager en fait. C'est à l'époque le directeur de l'info d'RTL et moi je suis sur France Bleu Île-de-France, donc la locale en fait. Et c'est vrai qu'il y a une grève des douaniers et je dis à ce moment-là, mais c'est potage parce qu'à l'époque j'étais pas encore... Enfin bref, je dis nous on n'a rien... Enfin, les douaniers on s'en fout concrètement, mais par contre on n'a rien à se reprocher. Par contre à RTL ils sniffent tous dans les couloirs. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, en fait c'est une espèce de blague un petit peu pourrie. Et puis ils m'ont entendu à RTL, donc le monsieur était pas très content. Et il me dit en même temps, j'ai trouvé un truc, voilà... Donc qu'est-ce qu'on peut se voir et du coup j'ai été pris sur RTL comme ça en fait. Juste. Il suffit de faire des blagues sur la concurrence pour être pris. Ouais. Je crois que je vais faire des blagues. Allez sur qui? Où est-ce que vous voulez aller? Aujourd'hui c'est pas le bon jour. Bon voilà. Mais bon, je l'attendrai une autre fois et je penserai à vous. Je dirais que c'est grâce à vous. D'accord. Donc effectivement vous atterrissez sur RTL où vous travaillez pendant des années et vous êtes dans la matinale avec un monsieur qui s'appelle Bernard Poirette, un pilier de la radio avec un franc-parler comme ça, une gouaille. Et c'est vrai que ça vous porte. Vous y restez donc une dizaine d'années. Avec des horaires comme ça qui vous permettent un peu de... à la fois d'y aller, d'avoir une vie à côté. Oui, c'était les matinales week-end. Donc du coup, effectivement, j'étais libre plus ou moins du lundi au jeudi, on va dire, parce que le jeudi, je commençais à préparer. Mais ouais, c'est une vie décalée. C'est repartir en week-end le lundi dans les stations balnéaires. C'est génial, quoi, parce que vous n'avez personne. Et puis vous avez tout pour vous, quoi. C'est-à-dire que dans les hôtels, il n'y a personne. Alors c'est un peu tristounet en même temps, hein, comme on se retrouve un petit peu comme après une explosion nucléaire où vous êtes le seul survivant. Mais il y a un côté quand même chouette de vivre en décalé.
décalé, de pouvoir tout faire le mardi, faire ses courses quand il y a personne. C'est un peu le truc bien. des artistes, de vivre en décalé. C'est comme les artistes qui, quand vous jouez le soir, voilà, vous avez cette adrénaline qui vous porte toute la nuit un peu. Et donc le matin, c'est compliqué. Voilà, effectivement. Et donc, puis après vient une autre expérience. Le bureau de Dieu s'ouvre. Ah, de Dieu. Enfin, celui de Nagui, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est ça, Dieu. Bon, il est gentil, hein. Chez France Inter, effectivement, donc vous me disiez que c'est grâce à une rencontre que vous aviez faite quand vous étiez donc bénévole à Rouen que vous avez pu rentrer chez France Inter. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est Yann Chouquet en fait qui travaillait à l'époque dans des radios associatives à Rouen, justement, que j'ai rencontré là-bas et qui est devenu entre-temps directeur des programmes de France Inter, qui un jour m'appelle en me disant l'émission de Nagui, ça fait 3 ans que ça existe à l'époque. Ce serait bien que tu fasses des chroniques là. Je t'ai entendu sur RTL, etc. Et comme moi je fonctionne un peu à l'humain quand même, et c'est vrai que j'étais content de le retrouver, j'étais content, pourquoi pas, de travailler avec Nagui, j'étais triste de quitter Bernard Poirette qui était vraiment quelqu'un que j'admirais beaucoup, mais lui m'a dit vas-y parce qu'on sait jamais, je sens que pour moi le vent va tourner en quelque sorte. Je lui dis mais non, enfin t'es un pilier de la radio, justement ça n'arrivera pas. 1 an plus tard il se faisait dégager sous prétexte de jeunisme évidemment, parce qu'il avait à l'époque l'âge canonique sans doute de 51 ans, donc il fallait absolument mettre un plus jeune. Après il a rebondi, il fait des choses. Quand on voit qu'on parle des réformes de retraite, 51 ans. C'est ça. Enfin bref, il a eu raison de me dire ça, j'ai eu raison d'y aller, et je regrette toujours quand même ces années en matinale d'RTL où vraiment on se marrait comme des fous, parce que j'étais entouré de journalistes, donc j'étais un peu leur chevalier blanc, quoi. C'est un peu moi qui les vengeait de pas pouvoir dire, enfin je disais ce qu'ils ne pouvaient pas dire eux, quoi. C'est ça, vous jouiez ce rôle-là. C'est un peu différent que d'être au cœur d'une bande d'humoristes comme aujourd'hui, où tout le monde rit en quelque sorte. Donc on rit avec les autres et au milieu des autres. Mais là, j'étais vraiment le seul à pouvoir rire, en fait. Et c'est pas du tout le même rapport. Vous apportiez une respiration, du coup. Ouais, c'est ça. Vous étiez le souffle de l'émission, en fait. Le trublion. Ou le trublion, on dit. Et voilà, effectivement. Et c'est important quand vous racontez cette histoire-là, effectivement, de sentir le moment, les ondes et vers où le parcours vous amène, parce qu'effectivement, grâce à moi, j'hésite toujours à ce moment-là. Je me dis toujours, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que je suis souvent content de l'endroit où je suis et j'ai rarement envie de partir, à vrai dire. Le changement, c'est difficile à et en même temps, je me dis, allons-y, quoi, mais... Je suis vraiment habité par des sentiments contradictoires. Je suis jamais content de quitter un endroit ou une boîte, en fait, ou quelle qu'elle soit. J'étais aussi peiné de quitter France Bleu Île-de-France, alors que c'était quand même une petite radio par rapport à RTL, mais on se fait des amis, on se fait une petite routine, on se fait des copains de studio et tout, et ça change beaucoup de choses, de quitter une entreprise, en fait, énormément. Surtout une radio, parce qu'il y a vraiment une identité différente à chaque fois. Il y a un esprit, un humour partagé aussi, des valeurs, effectivement. Moi, j'ai essayé de rester le même. C'est-à-dire qu'à RTL, je disais des choses que j'ai dit ensuite à France Inter. C'est juste les auditeurs qui m'ont pas... Sur France Inter, très vite, je suis passé pour le type de droite, alors qu'à RTL, j'étais le type de gauche. Mais alors que je disais la même chose, en fait. Et ça dépend juste, en fait, de la physiologie de l'auditeur, en quelque sorte, qui vous catalogue. Et voilà, moi, tout va bien. Oui, ça dépend de l'interprétation qu'on fait de ce que vous dites, tout simplement. C'est ça, exactement. En fait. D'ailleurs, c'est assez drôle, vous faites des blagues là-dessus. Pendant le spectacle, sur le fait que vous avez que des gens de droite dans la salle. C'est vrai que certaines prises de position font changer un public dans la salle, concrètement. Moi, je vois le changement entre mon premier et mon deuxième, bien sûr. Mais d'ailleurs, oui, c'est ça. À travers le temps, en fait, un positionnement, un avis peut changer d'orientation politique, quoi. C'est ça qui est fou, en fait. Et on le constate vraiment beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, c'est tellement polarisé, quoi, en fait. Très vite, on va vous mettre dans un camp, alors que moi je suis pour la nuance, c'est-à-dire que moi je peux aller voir quelqu'un sur scène. La nuance. Kesako, ça existe encore, ce mot. C'est-à-dire que moi je peux aller voir quelqu'un sur scène qui n'est pas exactement d'accord avec moi. En fait, c'est pas un réel problème. Voilà, et je trouve ça, on n'est pas des militants, nous, les humoristes, a priori. Enfin, il y a des humoristes militants. Oui, il y a des humoristes très militants, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et chez France Inter, notamment aussi. Chez France Inter, comme chez Nova. Mais comme chez ailleurs aussi. Mais c'est vrai que, du coup, effectivement, on revient sur l'existence à l'époque de ces débats avec de la nuance, avec ce fait de pouvoir communiquer, même quand on n'est pas du même avis, qui se perd un petit peu, effectivement. Et donc ça vous porte chance, ce changement d'onde. Et du coup, c'est vrai que vous amenez votre patte originale. Vous avez un petit côté décalé, un peu Monty Python,
un peu absurde, quoi. Un peu absurde, mais voilà, dans le quotidien, mais tout en y apportant une touche un petit peu absurde comme ça. Tant mieux, j'aime bien ça. Ça fait votre originalité et votre identité au sein de cette radio. Je trouve que pour aborder notamment les thématiques violentes de l'actu, par exemple, je trouve qu'une dose d'absurde, ça fait du bien aussi, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on peut tout aborder par l'absurde en contournant complètement le sujet, mais ça permet quand même de le traiter de front, finalement. Ça permet quand même de dire pas mal de choses. Exactement. Effectivement. Et effectivement, donc, alors après, grâce à ça, évidemment, on vous entend de plus en plus, vous faites un nom, et c'est vrai qu'on a envie de vous faire confiance aussi à la télévision. Du coup. Ça se passe à quel moment, ça? C'est pareil, c'est un moment de France Inter? Non, avant à RTL. En fait, c'est arrivé très vite. J'étais au départ dans une émission de François-Olivier Gisbert qui passait très très tard le soir, le vendredi, en direct. Moi, je passais vers 1h du matin en fin d'émission. J'ai vu des gens physiquement s'endormir sur le plateau dans le public pour dire à quel point à un moment les gens sont fatigués, et puis voilà, c'était des débats de philosophes, etc. Moi je passais derrière Alain Finkielkraut qui disait qu'il y avait trop d'humoristes en gros et que la dictature du rire c'était comme chauffeur de salle il y a mieux. Voilà, et dans un sens je partage moi aussi cette opinion parfois, mais en tout cas j'arrivais derrière et c'était dur de voilà, donc ces émissions pendant longtemps je me suis un peu cherché. C'est un super exercice, n'empêche. C'est un très bon exercice. Si vous arrivez à faire rire là, c'est que vraiment vous êtes ça marchait pas toujours, ça marchait pas toujours. Non, parfois les gens avaient beaucoup de compassion. Non, mais en tout cas, ça vous donne, même quand des fois ça marche moins bien, vous dites bon, c'est pas très grave. Vous savez pourquoi ça n'a pas moins bien marché. C'est pas très regardé non plus. Donc de toute manière, faut jamais hésiter à tenter ce genre de choses, parce que au pire on se plante, mais les plantades elles sont vite oubliées. Même les humiliations sont très vite oubliées. C'est ça qui est bien quand on fait ce métier-là, c'est que vous avez tellement d'opportunités de vous exprimer. Que le coup d'avant, c'était pas fou. Et donc effectivement, vous avez, là, à travers la télé, vous allez pouvoir vous exprimer sur tout un tas de terrains différents. Donc ça passe, chez Fogg, effectivement, dans ce contexte un peu rébarbatif. Chez Ardisson, sur Labo, avec Sébastien Follin. Ardisson, c'était marrant parce que j'étais entre Gilles-William Golnadel et Raquel Garrido, quoi. Donc c'était un panel de gens tellement différents que moi je trouvais que c'était chouette. Ces gens qui arrivaient plus ou moins à communiquer ensemble et à s'invectiver, mais qui après l'émission, je veux pas dire qu'ils se tapaient dans le dos, mais il y avait quand même une forme une convivialité, d'amitié réciproque, Et de respect. Et je trouvais ça pas mal dans un sens, Ouais, effectivement. Mais ça m'a appris beaucoup de choses, et j'ai vu aussi que la relation parfois en plateau est bien différente des postures dans la vie personnelle. Effectivement, moi j'ai souvent vu dans les radios, dans les télés, des gens politiquement très opposés se serrer la main avant l'émission et s'engueuler en plateau. Et je me suis toujours dit, c'est normal, en même temps, on se respecte, et peut-être que l'engueulade en plateau, elle est sincère, mais peut-être pas totalement non plus. Il y a un petit peu de mise en scène aussi et de spectacle, effectivement. C'est effectivement ce qui ressort quand on est dans les coulisses, ça apprend beaucoup de choses sur l'humain. Effectivement, vous qui côtoyez à la fois des artistes, des politiques, vous voyez défiler plein de gens à travers plein d'émissions différentes. Au bout d'un moment, plus rien ne vous surprend, j'imagine. Non, plus rien ne surprend. Il y a beaucoup de déceptions aussi. De gens que vous auriez pu admirer et qui en fait vous les avez découverts sous un visage peut-être. En même temps, c'est des gens que moi je vois 2 heures, donc peut-être qu'ils ont un moment difficile dans leur vie. On peut pas savoir quand quelqu'un arrive en studio s'il a pas perdu quelqu'un, s'il est pas, s'il a pas des gros problèmes qui l'empêchent d'être sympathique. Et puis des fois, il est juste pas sympathique. Et oui, parfois il y a aussi des cons. On peut donc, effectivement. Voilà. Et donc, du coup, ça ne vous a pas suffi. Enfin non, ça n'a pas suffi à votre producteur qui effectivement a vu en vous ce potentiel d'aller ouvrir ça au public. Et donc, ça vous permet d'être vraiment confronté à vos auditeurs, d'entendre leur vrai rire, parce qu'effectivement, ça change tout d'être dans un studio. En plus, on est timé. Il y a vraiment des contraintes techniques à ce moment-là. Et là, vous avez ce souffle, ce temps, c'est complètement différent. Et puis surtout l'attention des gens, c'est que pendant 1h20 vous leur parlez, ils écoutent, alors que en radio vous savez ce que c'est, pendant qu'on fait notre chronique, les autres ils sont en train de corriger la leur, ils sont pas forcément en train de rire à vos blagues. Telle personne qui reçoit une dépêche, l'autre qui regarde ses textos, tout le monde n'est pas forcément très concentré sur la chronique, et là vraiment sur 1h20 vous avez quelqu'un des tas de gens qui viennent vous écouter vous. C'est vraiment différent. Alors vous avez commencé vraiment dans les règles de l'art par rôder dans des petits endroits, bien sûr. Notamment le Théâtre La Cible, ce fameux théâtre avec cette scène ronde à l'époque, ancien backroom, je sais pas trop quoi, voilà. Qui n'existe plus, effectivement, la salle n'existe plus, mais effectivement c'est une très bonne école. Incroyable. Bon, c'était la taille d'un studio de radio, mais il rentrait 25 à 30 personnes disposées autour de moi, comme avant c'était une fille qui se déshabillait sur cette scène, qui était d'ailleurs allumée par en dessous. Il manquait juste la barre au milieu parce qu'il l'avait enlevée quand même entre temps, parce que sinon ça, moi j'aurais fait pas gardé. Dance, parce que j'ai une souplesse incroyable, donc j'aurais pu faire vibrer les gens avec mon corps.
mais j'ai décidé plutôt d'aller sur le texte. Et donc voilà, c'est assez marrant en fait d'avoir des gens partout, y compris quasiment derrière vous, quoi. Et c'est une très bonne école parce que ça veut dire qu'il faut parler quasiment à 360 degrés. Donc c'est assez chouette. Et puis pour moi, c'était vraiment ma première scène. Donc ça vous a laissé un souvenir marquant. J'avais l'impression d'être à Las Vegas déjà, alors qu'en fait c'était une des plus petites salles de Paris, quoi. Mais en fait c'est comme ça vraiment qu'on se fait ses armes comme humoriste. Oui, il faut souffrir. Et oui, et donc effectivement. En fait, juste pour ceux qui voudraient faire ça, on souffre pas en réalité, parce qu'on est déjà content. Mais oui. Ouais, on est déjà content quand on sort et il y a 25 personnes ou 20 ou même 15 qui sont bien marrés, qui ont passé un bon moment. En fait, c'est suffisant la plupart du temps. Et exactement. vous savez, il y a beaucoup d'artistes de stand-up, par exemple, qui font les comédie clubs et qui sortent pas des comédie clubs. Ils pourraient le faire. Ils pourraient aller plus haut, aller plus gros. Mais ils disent, moi, à 100 personnes, je suis bien parce que ça correspond aussi à ce que je suis. Ça, c'est une nouvelle école d'humoristes qui arrive. Et je comprends ça, à la limite, qu'on veuille pas forcément aller plus gros. En fait, il y a plusieurs façons de s'exprimer. Et donc, la vôtre, pour conclure, et ben en ce moment, en plus de toutes vos chroniques donc sur France Inter, c'est de vous voir du jeudi au samedi à 19h au théâtre Tristan Bernard dans un monde hostile pour un cœur tendre. Un petit mot pour la fin. Ostréiculteur, parce que je trouve que je l'ai pas dit assez en fait, parce que j'ai complètement raté Non, c'était très bien. Mon challenge. C'était pas ça le plus important, donc tout va bien. Merci pour Karen Cheryl et les Schtroumpfs et tous ces bons souvenirs d'enfance. C'est chouette de retomber là-dedans. Merci beaucoup à vous, on fonce rire avec vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, on sera avec Bernard Mabie et je vous laisse avec le Club Imo. Kiss.